Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir. Donc, nous sommes ici pour le conseil municipal du 17 novembre 2021. Donc, il se déroule ici dans la salle du conseil municipal depuis lundi dernier, enfin depuis avant-hier. Les mesures de dérogation concernant la tenue des instances telles que le conseil municipal, en fait, ont repris le rythme de dérogation, et ceci jusqu'à fin juillet 2022. Ce qui fait que nous pourrions, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, tenir le conseil municipal à partir de la semaine prochaine dans la salle de la Passerelle, puisque ces mesures dérogatoires pourraient être acceptées. Comme nous vous avions envoyé la note de convocation et la note de synthèse il y a une semaine en précisant que le lieu du conseil se déroulerait ici dans la salle du conseil municipal, nous sommes tenus de respecter ce qui a été envoyé aux conseillers, aux élus la semaine dernière, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le conseil municipal se déroule ici dans le format que nous avions utilisé lors du conseil municipal du mois d'octobre. Nous mettrons quand même, nous le verrons tout à l'heure, à la délibération, le changement définitif de la tenue du conseil municipal pour des raisons aussi logistiques, puisque comme vous pouvez le constater, avec 29 élus, nous sommes tous un peu à l'étroit. Je vous propose donc de démarrer par l'élection d'une secrétaire de séance avec pour habitude, alors je garderai le masque puisque nous invitons tous à respecter les gestes barrières. Alors je sais qu'avec le masque, les uns et les autres, le son pour les personnes qui sont à distance et qui nous suivent à distance est moins confortable, mais je pense que nous devons être exemplaires et surtout nous protéger. Donc j'inviterai chacun, y compris les intervenants, à garder le masque et à bien utiliser les micros pour poser les questions ou pour intervenir. Donc, concernant l'élection d'une secrétaire ou d'un ou d'une secrétaire de séance, comme habituellement, je vous propose que Madame Goudard, Alexandra, puisse être secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non? Eh bien, merci Alexandra d'être la secrétaire et de commencer par l'appel des élus. Merci et bonjour à tous. Alors, Virginie Babic. Jean-Louis Bancel. Alors, Madame Accard a son pouvoir et elle s'excuse, elle aura un quart d'heure de retard. Elle vient de m'appeler. Je vous remercie. Mélodie Burkhardt sera représentée par Robert Dessaignet. Présent. Très bien. Lucas Kant. Présent. Gérard Caprini. Présent. Virginie Chavreau. Présent. Hervé Chavot. Présent. Agnès Sibiel sera représentée par Alexandra Goudard, donc moi-même, présente. Robert Dessaignet. Présent. Martine Dimino. Présent. Frédéric Faure. Présent. Yann Frachis. Présent. Alexandra Goudard présente. Philippe Grimonnet. Présent. Donc Sylvie Accard arrivera bientôt. Jean Klein sera représenté par Frédéric Faure. Présent. Delphine Lehu. Présent. Thierry Magnoli. Présent. Julie Médina. Présent. Lise Monnier. Présent. Hélène Noc-Brunet. Présent. Nicole Papot. Présent. Christian Parizeau. Présent. Éric Polny. Présent. Christian Ponsonaille. Présent. Magali Rogel. Présent. Nathalie Sorin. Présent. Richard Surlop sera représenté ce soir par Gérard Caprini. Présent. Et enfin, François Toula. Très bien, je vous remercie. Merci à tous. Le quorum étant atteint, je prononce l'ouverture du conseil municipal. Et en préalable à l'ordre du jour que nous aborderons juste après, je souhaite mettre à vos connaissances et à proposer un point supplémentaire concernant l'ordre du jour, un point supplémentaire qui va vous être distribué alors de chaque côté, voilà, hop, dans les éléments, et ça concerne une proposition, le vote du taux de la taxe d'aménagement dans les zones d'activité économique. Si vous vous rappelez, lors du conseil municipal, donc on le traitera en détail, mais c'est juste pour avoir l'approbation ou pas d'ailleurs, d'ajouter ce point supplémentaire. Donc je vous dis juste de quoi il s'agit. Donc nous avions voté lors du conseil municipal du 13 janvier 2021
nous avions fixé un taux d'aménagement sur les zones d'activité économique à 5%. Si vous vous rappelez, du coup, on était dans une situation où le taux de la taxe d'aménagement des zones d'activité économique était différent du taux de la taxe d'aménagement appliquée aux particuliers, qui lui était de 4%. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce point-là, que nous avions abordé le 13 janvier. Et du coup, on avait fixé, donc, dans les grandes lignes, on avait joint un plan et qui identifiait l'ensemble des taxes d'aménagement. Or, depuis début novembre, le SOL nous a informé qu'il était exigé, dans le cadre de cette application, une identification à la parcelle des zones, des parcelles concernées. Donc, nous avons su hier qu'en fait, il fallait identifier parcelle par parcelle les parcelles concernées par cette zone d'activité économique. Alors, matériellement, on n'a pas eu le temps d'identifier les parcelles depuis hier. Et c'est surtout, et c'est pour ça qu'on le met à l'ordre du jour de ce conseil municipal, c'est qu'il faut que le conseil municipal ait délibéré avant le 30 novembre 2021. Donc, soit on accepte d'ajouter ce point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, soit nous serons dans l'obligation de reconvoquer un conseil municipal d'urgence pour que cette délibération puisse être présentée à l'ensemble des conseillers municipaux avant. Le planning est vraiment très court dans la semaine pour pouvoir envoyer la délibération avant le 30 novembre. Qu'en pensez-vous? On ajoute ce point à l'ordre du jour de ce conseil municipal? Ou préférez-vous revenir en urgence dans les 3 jours? Non? Oui, je vais faire voter, mais avant de faire voter, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, nous pourrons aborder ce point supplémentaire dans ce conseil municipal et nous reviendrons tout à l'heure sur ce point-là. Merci à vous. Donc, nous allons maintenant approuver les procès-verbaux des conseils municipaux du 8 septembre et du 12 octobre. Donc, vous avez dû recevoir ces procès-verbaux. Donc, je vous propose de commencer par le procès-verbal du conseil du 8 septembre 2021. Y a-t-il des remarques ou des questions? Non? Ah, vous l'avez reçu, oui. Moi, je ne comprends pas. Vous l'avez reçu. Merci de la confirmation. Donc, je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Ce procès-verbal du conseil du 8 septembre est adopté à l'unanimité. Concernant donc le procès-verbal du conseil du mois d'octobre qui s'est déroulé le 12 octobre 2021, il était dans le même message. Donc, je pense que si vous en avez reçu un, vous avez reçu l'autre aussi. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Parizeau, non? Non? Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, ce procès-verbal du conseil municipal du 12 octobre est accepté à l'unanimité. Le point numéro 1 de l'ordre du jour, c'était donc l'installation d'un nouveau conseiller. Donc, suite à la démission de Madame Martine Buis, démission qui a été enregistrée et validée le 13 octobre 2021 par le préfet, Madame le maire a sollicité le suivant de liste, Madame Agnès Sibiel, qui a accepté le mandat du conseiller municipal. Donc déjà, je voulais remercier Madame Martine Buis pour son action à nos côtés et notamment tout ce qui est dans le cadre du CCAS, où elle s'est beaucoup investie pour les actions qu'elle a fait, en particulier, donc comme je vous le disais, sur la partie CCAS et solidarité, et puis souhaiter la bienvenue à Madame Agnès Sibiel, qui sera présente lors du prochain conseil municipal et qui nous suit
en visio. Je pose l'observation. Hein. Voilà. Alors, le point numéro 2 concerne la création de postes. Donc, régulièrement, hein, puisque je pense qu'à l'ensemble des conseils municipaux de ces derniers mois, nous avons été amenés à créer des postes. Donc là, il s'agit de la création d'un poste d'adjoint de patrimoine. Donc, et ceci pour permettre en fait aux agents de pouvoir bénéficier d'un poste qui corresponde à leur grade, pour lequel ils ont soit réussi un concours, soit auquel ils peuvent prétendre par rapport à leur carrière. Donc, il s'agit ici d'un agent qui a réussi le concours d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe. Il est actuellement adjoint administratif, mais il évolue dans la filière culturelle. Et donc, afin de lui permettre l'accès à ce grade, il est nécessaire de créer le poste correspondant. Et donc du poste adjoint administratif au poste adjoint du patrimoine principal de 2e classe. Et comme à l'habitude, il est précisé que le poste de l'ancien grade sera supprimé après avis du comité technique et il fera l'objet d'un point lors d'un prochain conseil municipal. Donc, il est demandé aux conseillers de bien vouloir créer ce poste d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe à temps complet. Y a-t-il des questions ou des observations? Non? Eh bien, je vous propose de soumettre au vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, cette création de poste est adoptée à l'unanimité. Le point suivant concerne l'organisation du temps de travail. Donc, par délibération, nous avions validé le 7 juillet 2021 sur la mise en place des 1607 heures au sein de la commune de Lantilly à compter du 1er janvier 2022, conformément à la loi du 6 août 2019. Cette loi, elle organise la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures qui sont maintenus dans certains établissements et dans les collectivités, et un retour obligatoire aux 1607 heures. Alors, pour Lantilly, la mise en place des 1607 heures entraîne la suppression d'1 à 3 jours de congé pour le personnel communal. Et dans ce cadre, il a été décidé de délibérer sur le temps de travail de la commune afin d'avoir une délibération cadre sur les différents aspects relatifs au temps de travail. C'est pour ça que nous aborderons dans ce point à la fois la fixation de la durée hebdomadaire du travail, suivant le temps de travail, mais aussi la détermination des cycles de travail, mais aussi un point particulier sur la journée de la solidarité et les conséquences de ces différents dispositifs sur les temps partiels. Donc, nous aurons une délibération qui fixe évidemment les 1607 heures, mais qui précise aussi ces différentes modalités que je viens de vous exposer. Alors, je vais essayer de pas paraphraser le texte dont vous avez pu prendre connaissance, et puis pour le public, vous l'avez sous les yeux, et puis pour les personnes qui sont à distance, elles peuvent disposer sur le site internet des différentes informations. Donc, concernant le premier point, la fixation de la durée hebdomadaire du travail. Donc, le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune de Lantilly, il est fixé à 35 heures ou à 37 heures par semaine. Ça, au total, qu'on soit à 35 heures par semaine ou à 37 heures par semaine, au final, sur l'année, il y aura des modalités qui permettront d'atteindre les 1607 heures. Donc, pour les agents qui bénéficient d'une durée hebdomadaire de 35 heures, eux, ils ne bénéficieront pas de jours de réduction de temps de travail qu'on appelle plus communément ARTT. Les agents qui bénéficient d'une durée hebdomadaire de 37 heures, évidemment, par semaine, ils font plus que 35 heures. Donc, dans ce cadre, ils bénéficieront de 12 jours de ARTT. Au final, ça représentera sur l'année 1607 heures aussi, pour une personne qui est à temps complet. Après, on a décliné pour les personnes qui sont à temps partiel, c'est-à-dire que pour un agent qui est à temps complet, c'est 12 jours de ARTT, mais pour une personne qui est à 80%, c'est donc 9,5 jours de RTT.
Et pour une personne qui est à temps partiel, 50%, ça représente 6 jours de RTT. Concernant le point sur la détermination des cycles de travail. Donc, sur la commune de Lantilly, ces cycles de travail dépendent du service auquel appartient l'agent. Pour les services administratifs, donc on distinguera les services administratifs, les services techniques, les ATSEM, le service de police municipale. Donc, pour les services administratifs, donc qui sont placés au sein de la mairie, aujourd'hui, ces agents des services administratifs sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire qui est soit des semaines à 35 heures sur 5 jours, soit des semaines à 37 heures sur 5 jours, ou soit des semaines à 37 heures sur 4 jours et demi. Une pause méridienne de 30 minutes à 2 heures peut être accordée aux agents en fonction des contraintes de service. Et en période estivale, des horaires d'été pourront être mis en place en fonction des contraintes de service. En fait, on ne rappelle que l'existant, mais on prend ces délibérations pour éviter que la trésorerie nous redemande à chaque fois régulièrement nous demande une délibération. Donc là, on a fait une délibération très, très complète. Il n'y a aucune modification par rapport à ce qui se pratique depuis des mois ou des années. C'est simplement qu'on a tout mis, cette description, dans une délibération pour se prémunir et pouvoir n'avoir aucun souci. Donc là, nous étions donc dans la description du cycle de travail pour les services administratifs. Concernant les services techniques, les agents des services techniques, eux, sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire avec des semaines de 37 heures sur 4 jours et demi. Ils ont une amplitude horaire qui est de 7h30 à 16h15 avec une pause méridienne de 45 minutes qui est décomptée du temps de travail. Et pour la période estivale, des horaires d'été peuvent être mis en place en fonction des contraintes de service. Concernant les services scolaires et périscolaires, ce qu'on appelle communément les ATSEM, les agents d'entretien, l'agent de la BCD, eux, ils sont soumis à un cycle de travail qui est annuel et qui est basé sur l'année scolaire avec un temps de travail annualisé. Au sein de ce cycle annuel, les agents sont soumis à des horaires fixes. Donc, dans le cadre de cette annualisation, l'autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour chacun des agents qui va répartir et préciser les jours et les horaires de travail de chacun de ces agents. Les ATSEM qui peuvent être dérangés au cours de leur pause méridienne bénéficient d'une pause méridienne de 30 minutes qui est intégrée dans leur temps de travail. Concernant les services culturels, que sont la médiathèque ou le régisseur de spectacle, ces agents sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire, une semaine à 35 heures sur 4 jours et demi, et les horaires de travail peuvent être adaptés en fonction des contraintes de service. Le cas particulier des agents occupant la fonction de régisseur de spectacle. Ils ont un temps de travail annualisé en fonction des spectacles et des manifestations qui seront mis en place au sein de la collectivité. Une pause méridienne de 30 minutes à 2 heures peut être accordée aux agents qui sont soumis à ces contraintes de service. Concernant le service de police municipale, ils sont soumis, eux, à des horaires de travail avec des semaines à 37 heures sur 5 jours et leurs horaires de service peuvent être adaptés en fonction des contraintes de service. Une pause méridienne de 30 minutes est intégrée dans le temps de travail. Voilà donc les différents descriptifs des cycles de travail suivant les services des agents. Concernant le point sur la journée de solidarité. La journée de solidarité est compensée soit par la réduction du nombre de jours de ARTT pour les agents qui bénéficient de ce dispositif d'ARTT, soit par la réalisation de 7 heures de travail supplémentaires, au prorata évidemment du temps de travail, pour les agents qui ne bénéficient pas de ARTT, et la réalisation de ces heures devra être effectuée sur l'année civile, après avis du responsable de service, et cette journée pourra être décomptée à minima par heure. Ça signifie qu'on ne peut pas faire 5 minutes tous les jours, en fait, il faut à minima, ces 7 heures doivent être par tranche de 1 heure.
Pour les agents annualisés, la journée de solidarité, elle sera intégrée au planning. Et enfin, concernant le temps partiel, alors je vais peut-être aller plus vite et ne pas tout lire parce qu'en fin de compte, ce sont les mêmes règles, mais proratisées au pourcentage de temps d'activité. Donc, on distingue le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit. Donc, le temps partiel sur autorisation, eh bien, c'est dans certains cas particuliers, donc aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet en activité ou en détachement, aux agents contractuels de droit public en activité, employés depuis plus d'1 an, de façon continue à temps complet et sans condition d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels. Le temps partiel de droit. Le temps partiel de droit, il est autorisé, accordé sur demande aux fonctionnaires titulaires et aux stagiaires à temps complet ou à temps non complet, suivant les motifs, donc qui sont à l'occasion de chaque naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou à l'occasion de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant. Ils sont accordés aussi pour donner des soins au conjoint ou à un enfant à charge ou à un ascendant qui est atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou d'une victime d'une maladie ou d'un accident grave, ou lorsqu'il relève en tant que personne handicapée du code de travail, suivant l'article, en tant que personne en situation de handicap, après un avis de service de médecine préventive. Les agents contractuels de droit, pour les agents contractuels de droit public, le temps partiel de droit est accordé sur demande aux agents contractuels de droit public, là aussi, pour ceux qui sont employés depuis plus d'1 an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque naissance et jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant, ou à l'occasion de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge, à un ascendant ou à un tiers en situation de handicap ou lorsque la personne est en situation de handicap. Les travailleurs handicapés qui sont recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article L38 de la loi 84/53 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires et donc sans condition d'ancienneté de service. Voilà, donc on a rappelé ce que l'on entendait par temps partiel, que ce soit un temps partiel sur autorisation ou un temps partiel de droit. Donc par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure, donc tant sur l'organisation du travail, tant sur les différentes possibilités de temps partiel, en fait, c'est ce qui est décrit ici. Donc on reprécise dans quel cadre, quel est l'impact sur l'organisation du temps de travail. Au niveau des possibilités de temps partiel, il est possible d'avoir des temps partiels à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire pour un agent à temps plein. Et pour les temps partiels sur autorisation, ils sont fixés à 50%, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ou 95% de la durée hebdomadaire sur la base d'un temps plein. Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée et la durée des autorisations est fixée à 6 mois ou à 1 an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, et ceci dans la limite de 3 ans. Il est possible de réintégrer, de modifier en cours de période dans certaines conditions, telles que sont indiquées ici. Et il est possible de suspendre le temps partiel dans les conditions qui sont indiquées ici. Voilà, différents éléments ont été présentés au comité technique du 18 octobre 2021 qui a émis un avis favorable. Il est donc demandé aux conseillers de bien vouloir adopter les propositions dont je viens de vous faire la lecture et relatives à l'organisation du temps de travail. C'est un petit peu long, mais c'était nécessaire pour qu'on puisse faire une délibération complète et éviter de revenir plusieurs fois sur ces différents aspects concernant le temps d'activité. Y a-t-il des questions ou des observations? Non? Eh ben, je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Cette délibération très complète est donc adoptée à l'unanimité.
Donc, le point suivant concerne le déplacement, alors là, de façon pérenne, du lieu de réunion des conseils municipaux. Donc, on rappelle l'article qui fixe le lieu de tenue des conseils municipaux, qui indiquait, comme vous le voyez ici, que la salle du conseil municipal et des mariages était aujourd'hui le lieu officiel de tenue du conseil municipal. Donc, comme nous vous l'avions expliqué, cette salle, et on peut s'en rendre compte ce soir, ne permet plus de recevoir les conseillers, puisqu'il y a quelques absents, et heureusement, parce que je ne sais pas où est-ce qu'on les aurait mis. Et donc, le public, c'est vrai que c'est aussi un petit peu compliqué pour le public. Donc, on ne peut plus, organiser ces conseils municipaux dans de bonnes conditions. Et c'est en termes de diffusion des séances vers le public, comme aujourd'hui, vers le plus grand nombre, c'est plus facile de le faire dans la salle de la Passerelle, puisqu'il n'y a pas nécessité en fait de mettre en place tout ce dispositif. De ce fait, nous souhaitons déplacer le lieu de réunion des conseils municipaux de manière définitive à la Passerelle. Et ce lieu réunit à la fois toutes les conditions de sécurité, mais aussi toutes les conditions pour une organisation facilitée des conseils municipaux. Y a-t-il des observations ou des questions? Non? Eh bien, je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, les conseils municipaux pourront se dérouler à la Passerelle de manière définitive. Alors, juste en complément, quand je disais tout à l'heure, les mesures dérogatoires seront donc applicables jusqu'au 31 juillet 2022. C'est par exemple la définition du nombre de pouvoirs. Puisque vous vous rappelez, dans les mesures de dérogation, il pouvait y avoir 2 pouvoirs par élu. Donc voilà, en complément, jusqu'au 31 juillet 2022, il sera possible de confier au même élu 2 pouvoirs. Alors donc, on a voté à la fois donc à partir de 2022, donc la salle de la Passerelle sera le lieu pour les réunions du conseil municipal, et donc nous ferons une communication à destination de la population lentilloise, puisque c'est une information qui est destinée à être diffusée très largement. Quand je dis ça, c'est même, il est obligatoire d'en informer la population. Le point 5 concerne donc l'achat de parcelles, et je vais laisser Monsieur Grimonet vous présenter ce point. Donc, c'est suite à la division cadastrale d'un ténement situé au 91 chemin du Château, référencé AA 42, qui appartient à Monsieur Bernard Gelmot et à Monsieur Alexis Fayol. Un alignement a été réalisé. Donc, 3 parcelles cadastrées, la AA 287, 288 et 289, doivent maintenant être retrocédées à la commune. Ces 3 parcelles, donc on les voit en bordure de voie, en bas là, représentent une superficie de 156 mètres carrés. Ça correspond à un alignement de 8 mètres par rapport à la limite opposée, qui est l'enceinte du château. Donc la commune souhaite acquérir ces parcelles pour permettre à terme un agrandissement du chemin du château. Il est donc demandé aux conseillers de décider de l'acquisition des parcelles AA 287, 288 et 289 appartenant à M. Bernard Gelmot et M. Alexis Fayol, d'une superficie totale de 156 mètres carrés, de fixer le prix d'achat à 40 € du mètre carré, soit un montant global de 6 240 €, de préciser que les frais de notaire seront à la charge de la commune, d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette acquisition. Y a-t-il des questions ou des observations? Non? Je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, cette décision est adoptée à l'unanimité.
Le point suivant concerne le point numéro 6, hein, qui est donc la convention entre la commune et l'école Jeanne d'Arc. Et c'est Madame Goudard qui va vous présenter ce point. Merci. Alors, au mois de mars dernier, nous avions voté à l'unanimité l'adoption en fait d'une demande de subvention dans le cadre du plan de relance numérique pour les écoles Jeanne d'Arc et l'école du Pré-Berger, l'école élémentaire publique. Cette subvention de l'État nous permettait d'acquérir du matériel pour les écoles avec une participation de 70% de subvention. Donc, c'était voilà, très, très intéressant pour les écoles. Aujourd'hui, il convient de fixer les modalités de rétrocession et de remboursement du matériel commandé pour l'école Jeanne d'Arc, de façon à ce que le matériel puisse appartenir à l'école et que l'école Jeanne d'Arc puisse bénéficier de ce plan de relance. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, pardon, pas de questions, pas d'observations. Ouais. Nous allons donc mettre cette convention, enfin la possibilité pour le maire d'autoriser de signer cette convention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. On pourrait signer cette convention dès demain. Merci. Le point suivant, le point numéro 7, concerne la convention entre la commune et la SPA. Et c'est Monsieur Paulny qui va vous présenter ce point-là. Donc, chaque commune doit mettre en place un système de fourrière qu'il a en propre ou qui délègue à une société. En l'occurrence, la commune de Lantilly délègue il y a une proposition de la déléguer à la SPA, la Société protectrice des animaux, afin de répondre aux obligations de fourrière prévues aux articles L211-24 et suivants du Code rural. Le contrat donc est proposé à être renouvelé entre l'Antilly et la SPA. Le montant est un montant forfaitaire. Il est fixé par la Société protectrice des animaux à 80. C'est bon, je vais y arriver. À 80 centimes par habitant, soit un montant total de 5 027,20 €. Pour information, les chiffres de récupération des animaux pour mise en fourrière sont à peu près stables. En 2020, il y avait 14 chats et 6 chiens. En 2021, 14 chats et 3 chiens. Donc, il est proposé au conseiller de bien vouloir renouveler la convention et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Voilà, propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, donc, merci. Cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point suivant concerne la convention entre les communes de l'Arbrelle et l'Antilly dans le cadre de la mutualisation des médiathèques. Et c'est Monsieur Caprini qui va présenter ce point. Depuis la création de la médiathèque de l'Antilly et celle de l'Arbrelle, les deux sont liés, sont en réseau. On bénéficie des fonds documentaires qui sont partageables, qui sont empruntables par les gens de l'Arbrelle et rendus à l'Antilly ou l'inverse. Il y a des échanges, des navettes 2 fois par semaine qui déplacent les documents. Et cette mise en relation était basée sur une convention de 3 ans qui était à terme, qu'on vient de renouveler, qu'on a épuré un petit peu. On a fait une réunion à l'Arbrelle avec les 2 élus en charge de la culture, les 2 directeurs de médiathèque, et j'y étais aussi en tant que bénévole et élu. Et on a rajeuni un petit peu tout ça. On est resté sur les mêmes principes, c'est-à-dire les tarifs sont communs.
les gratuités sont identiques de part et d'autre. On demande à porter le nombre de documents empruntables à 20, quel que soit le type de document, avec une spécificité pour la Bresse, il n'y a qu'eux qui ne prêtent des micro-sillons et qu'il n'y aura pas d'échange possible par la navette parce que c'est un outil très fragile, donc on ne cherche pas à... Ils seront empruntés à l'Arbrel et rendus à l'Arbrel, même si les gens de l'Antilly veulent en bénéficier. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce principe-là. Si vous avez des questions, pas de questions, parfait. Donc, est-ce qu'on autorise Madame le maire à signer cette nouvelle convention pour 3 ans et dont bénéficiera le nouveau directeur de médiathèque quand il sera en place? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, donc, nous allons pouvoir, avec Pierre-Jean Zanettacci, signer cette convention. Merci. Le point suivant, enfin les deux points suivants vous seront présentés par Monsieur De Seigné, et le point 9 donc, concerne une décision modificative, et vous en trouvez le détail dans la page 8 de la note de synthèse, pour ceux qui sont pour le public, mais aussi pour les personnes à distance. Voilà, nous sommes page 8 de la note de synthèse. Robert. Oui, bonsoir. Alors, il s'agit de la décision modificative numéro 2, qu'on a présentée au précédent conseil. Elle découle directement de la convention présentée par Mme Goudard au point 6 de l'ordre du jour. Donc, comme l'a dit Alexandra, on se substitue à l'école Jeanne d'Arc pour demander la subvention, puisque ces subventions sont accordées aux collectivités et non pas aux établissements scolaires. Donc, ça passe par la commune. Et pour régulariser d'une manière comptable cette opération, on doit passer cette décision modificative qui est présentée sur le tableau. Donc, en fait, pour la partie dépenses, on va puiser dans le compte dépenses imprévues, 13 000 €, qu'on va affecter au compte de tiers qu'on a dû créer, le compte 4581, qui est plan de relance numérique, et on augmente les crédits de ce compte, enfin on les affecte, en les puisant donc sur les dépenses imprévues, sur le compte dépenses imprévues. Ça, c'est pour la partie dépenses. Il faut aussi travailler sur la partie recettes. Donc, il y a aussi un compte de tiers qui a été créé, donc c'est le 4582 15. Et de la même façon, on va diminuer les crédits qu'on avait prévus au budget pour le FCTVA, parce qu'on sait qu'on en aura un peu moins de toute façon, donc c'est le fonds de compensation de la TVA. Et on augmente les crédits au nouveau compte qu'on vient de créer, donc le plan de relance numérique en recettes, pour le même montant, effectivement, de 13 000 € pour équilibrer le budget des deux côtés. Alors, ces 13 000 €, en fait, il y a une partie de subvention et une partie qui sera payée par l'école, puisque on demande la subvention pour son compte. En fait, on n'a pas détaillé ici, mais dans les 13 000 €, la subvention, elle représente 8 000 et quelques euros, et il restera le complément versé par l'école Jeanne d'Arc. Alors, si vous avez des précisions ou des questions, je suis à votre disposition. Des questions ou des observations? Non, nous pouvons soumettre au vote. Donc, il est demandé aux conseillers de bien vouloir accepter cette décision modificative telle qu'elle vient de vous être présentée. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, toujours Monsieur De Seigné. Je poursuis. Donc, il s'agit, comme tous les ans, de l'autorisation d'engager des dépenses d'investissement, puisque vous savez qu'on ne vote pas le budget avant fin mars et qu'il y a quand même des dépenses qui commencent au 1er janvier. Donc, pour tout ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on peut continuer à régler aussi bien à recevoir les recettes et à mandater les dépenses dans la limite du budget précédent. Mais pour les investissements, on est limité au quart, à 25% des dépenses. Donc, je ne vais pas vous lire dans le détail un article, c'est le même qui se répète tous les ans. Alors, on a le droit aussi de payer de rembourser la dette, de la partie amortissement des emprunts. C'est pareil, là, on n'a pas de limite puisque la loi le prévoit. Mais pour les autres dépenses d'investissement, on est limité à 25%. Donc, en ce qui nous concerne, pour être conforme au texte en vigueur, ça représente pour nous, donc vous voyez le chapitre 20. Le chapitre 20, donc c'est les immobilisations incorporelles, les études, tout ça.
Donc ça représente 25 832,50 €. Chapitre 21, les immobilisations corporelles, c'est le gros morceau, hein, qui a 429 303, les 25% de ce qu'on avait au budget. Et puis le chapitre 23, les immobilisations en cours, c'est-à-dire les programmes pluriannuels, 84 250 €. Voilà ce qu'on vous demande d'autoriser en montant pour la signature du maire. Y a-t-il des questions ou des observations? Madame Papeau? Oui, c'est tout à fait classique, hein, on faisait ça chaque année, il n'y a pas de souci. Par contre, j'aurais aimé savoir, comme on est pratiquement à la fin de l'année, quelle est la position de trésorerie de la commune aujourd'hui, ou je ne sais pas, à quand remonte le montant? Je vous donnerai le détail, mais je n'ai pas en tête le détail précis, mais elle est largement confortable. Vous nous le ferez, Oui. vous nous le ferez passer ou vous nous le donnez au prochain conseil? Oh, Ah non, non, je vous le ferai passer. Je vous ferai un mail avant? demain matin. D'accord, merci. Je vous donnerai le niveau exact, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Merci. D'autres observations? Non? Ben, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Donc, cette décision est adoptée à l'unanimité, ce qui nous permettra de pouvoir engager des dépenses d'investissement dès le 2 janvier. Le point suivant concerne donc l'autorisation à déposer un nouveau permis de construire pour le kiosque du centre-bourg. C'est le point numéro 11 et c'est Madame Rogel qui va vous présenter ce point. Bonsoir. Donc, un petit rappel des antécédents. Donc, en délibération en date du 13 janvier 2021, le conseil municipal avait autorisé Madame le maire à déposer un permis de construire pour la construction du kiosque du centre-bourg. Le permis a été déposé le 27 mars. Le syndicat de l'Ouest lyonnais, instructeur des autorisations d'urbanisme, a donné un avis négatif. La commune a donc refusé le permis de construire. Et suite à ce refus, une concertation a été proposée aux Lentillois et un certain nombre de réflexions menées pour permettre l'adaptation du kiosque afin de le mettre en conformité avec le PLU, puisque c'était la raison du refus du permis. À l'issue de cette concertation et de cette réflexion, il a été décidé que le montage du kiosque serait poursuivi avec des adaptations. Un nouveau permis de construire doit donc être déposé pour permettre la reprise, la poursuite de l'édification du kiosque. Le conseil municipal est donc invité à nouveau à se prononcer pour autoriser Madame le maire à signer la demande de permis de construire qui sera redéposée dans les prochaines semaines pour la construction du kiosque tel qu'il sera décrit dans le nouveau dossier que nous ne manquerons pas de vous présenter. Voilà. Donc concrètement, il s'agit d'adaptations mineures, mais qui doivent permettre de se mettre en conformité avec le PLU et qui sont encore en cours d'instruction, notamment sur le volet financier, puisque l'objectif, ce n'est pas de faire une adaptation littéralement à tout prix, mais d'essayer de limiter le surcoût généré par cette nécessaire adaptation. Y a-t-il des observations ou des questions? Non? Oui, bonsoir. Ah pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu de l'autre côté. Je suis arrivée discrètement. Madame Carr. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a fait l'état un petit peu de la structure du bois lamellé-collé du kiosque? Personne experte vous répondre. Je ne sais pas si c'est Madame Rogel ou Monsieur Grimonnet. Madame Rogel? Alors, on n'a pas fait d'expertise, mais on n'a pas d'inquiétude par ailleurs, puisque c'est un bois qui est censé être résistant, puisque ce sont des planches de rive notamment, aux intempéries, au moins pendant un certain temps. Néanmoins, comme on a l'intention quand même de terminer la couverture du kiosque, ça devrait limiter le vieillissement, on va dire, du bois, parce qu'on n'est pas inquiet sur la structure. Il est conçu pour être résistant aux intempéries. Observation? Non? Eh bien, je propose donc de mettre au vote, de me permettre de déposer le nouveau permis de construire dès que nous l'aurons reçu, afin de ne pas perdre de temps justement pour pouvoir mettre la couverture et puis de se mettre en conformité avec ce qui est demandé au niveau du PLU. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point suivant, eh bien, c'est Monsieur Desaigné de nouveau qui
qui va présenter ce point numéro 12, qui est la désignation d'un membre de la commission communale des impôts directs, et qui est donc à partir de la page 9 dans la note de synthèse pour ceux qui nous suivent dans le public ou à distance. Oui, alors donc, lors du conseil municipal du 9 novembre 2020, on avait proposé une liste de 20 personnes à la direction des finances publiques pour siéger à la commission communale des impôts directs. Donc, cette direction en a choisi 16. Normalement, on aurait dû, ils nous en demandaient 32. On n'en a fourni que 20, mais bon, c'était suffisant. Ils en ont choisi 16, 8 membres titulaires, 8 membres suppléants. Et Madame Martine Buy, en tant que titulaire, a été désignée à ce moment-là. Suite à sa démission en date du 13 octobre, elle nous a manifesté sa décision de ne pas poursuivre non plus dans cette commission. Donc, on a procédé à un choix parmi les 4 personnes restantes. Et on a proposé à monsieur Claude Charnet, qui a accepté de siéger à cette commission. Il était très intéressé. Il avait regretté de ne pas avoir été sélectionné, d'ailleurs. Donc, on vous demande de bien vouloir accepter la désignation de Claude Charnet en remplacement de madame Buy. C'est une commission qui est composée d'élus et de non-élus. Hein. C'est ça. Ouais. Y a-t-il des interrogations ou des précisions? J'ai une petite remarque éventuelle. Comme il y a des suppléants, pourquoi on ne demande pas aux suppléants de prendre la place des titulaires et de prendre un suppléant nouveau par rapport à ça? C'est toute une subtilité. C'est monsieur Dessaignez qui va vous répondre parce que c'était notre première remarque. Parce que de toute façon, il manque une personne. Donc, il faut prendre une personne. Oui. Parti. Donc, Madame Buy avait pour suppléant, je crois, Monsieur Christian Parizeau. Pourquoi ne propose-t-on pas Monsieur Christian? Non, c'est pas nominatif, les suppléants. Pardon? Non. C'est vrai, mais c'est pas la définition du suppléant. Le suppléant, il est là pour remplacer une personne absente. Tandis que là, en fait, on vise à remplacer un membre titulaire qui est démissionnaire. Oui, mais juste. Oui, j'ai un peu de logique. Pourquoi on ne demande pas d'abord aux suppléants qui est on déjà avait là, la même logique que voulaient, vous, mais quand on a fait justement, quand on a demandé comment il fallait procéder, c'est la réponse qui a été faite donc à la commission communale des impôts indirects. Donc c'est vrai, c'est un peu étrange. On aurait pu imaginer que ce soit le suivant dans la liste qui intervienne. Hein. C'est en fait le sens de votre remarque, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, les suppléants restent suppléants et il faut donc une nouvelle personne pour remplacer le membre titulaire démissionnaire. Les suppléants sont affectés déjà. Merci. Papou? Oui, pour la prochaine, il faudra bien faire attention puisque la dernière, c'est monsieur Parizeau qui était le suppléant de la personne qui était absente et finalement, il n'a jamais été convoqué. Et c'est une autre personne de votre liste qui était là et monsieur Parizeau n'avait pas été convoqué. Donc, c'est simplement de faire bien attention, de bien convoquer le suppléant quand la titulaire n'est pas là. Oui, on note. Merci de votre remarque. D'accord. On vérifiera alors. On vérifiera tout ça. Voilà. Je propose donc de passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, le remplacement de Madame Buy par Monsieur Claude Charnet. Qui s'abstient? Eh bien, donc, merci. Cette décision est adoptée à l'unanimité. Le point suivant concerne donc le point numéro 13. Une motion contre la réduction des horaires d'ouverture de la poste de Lantilly. Et donc, c'est Madame Chavreau qui va vous présenter ce point-là. Bonsoir à tous et toutes. Nous allons proposer au conseil municipal ce soir d'adopter une motion s'opposant à la décision de la direction régionale de la Poste de réduire de manière conséquente les horaires d'ouverture de la Poste de Lantilly. Dans le cadre de cette décision, nous avions reçu à sa demande la direction régionale de la Poste en juillet, qui nous avait fait part de son intention de réduire de moitié
les horaires d'ouverture de la Poste. À cette occasion, nous avions pu argumenter pour expliquer à quel point c'était tout à fait inconcevable pour la municipalité et bien entendu pour les Lentillois d'imaginer une baisse de service, alors même que pour la plupart des habitants, le service qui était en vigueur était insuffisant, notamment au regard des modes de vie de Lentillois qui comptent un fort taux de biactifs et qui rentrent plutôt tard du travail sur l'Antille et qui peuvent donc difficilement utiliser les services postaux lorsqu'ils ferment tôt en fin de journée. Et donc, la direction régionale de la Poste nous avait indiqué vouloir réduire de moitié et passer de 24 heures à 12 heures d'ouverture par semaine le bureau de poste de l'Antilly, ce qui aurait pu se traduire par seulement 3 demi-journées d'ouverture sur la semaine, ce qui nous paraissait tout à fait évidemment inconcevable et pas supportable pour une commune comme l'Antilly. Nous avons argumenté en expliquant que le service était très fréquenté puisqu'on observe parfois des queues assez longues, des files d'attente pour ce bureau de poste. Mais la direction régionale nous a indiqué qu'elle avait elle-même réalisé ces statistiques et que le taux de fréquentation du bureau de poste était en deçà des limites que se fixe l'organisation donc de la direction régionale de la Poste pour maintenir une activité à 24 heures par semaine. Elle justifie cette décision notamment au regard de l'évolution des modes de consommation des citoyens, avec notamment le développement de l'économie numérique. Ce que nous a dit la direction régionale de la Poste, c'était notamment qu'aujourd'hui, il suffisait de passer par Internet pour envoyer des courriers recommandés, par exemple, ou de laisser son colis sur sa boîte aux lettres pour que le facteur puisse le prendre et ensuite le transmettre. Et nous avons argumenté dans le sens contraire qu'il y a de nombreux autres services qui ne sont pas qui ne relèvent pas de l'économie numérique et qui nécessitent donc de se rendre physiquement dans le bureau postal. Alors pour les habitants de l'Antilly, notamment ceux qui travaillent, mais aussi pour les plus fragiles, notamment ou ceux qui sont plus éloignés des usages numériques. Et donc, nous avons fortement insisté sur le fait que cette décision nous paraissait tout à fait contraire à la notion de service public et à l'enjeu de présence de services publics sur les territoires et dans une commune comme celle de l'Antilly. Malgré tout, malgré cette argumentation que nous avons vraiment réaffirmée, eh bien, la Poste a notifié à la commune de l'Antilly ces nouveaux horaires pour le bureau de poste qui sont applicables depuis le 8 novembre. Et le bureau de poste, depuis le 8 novembre, à l'Antilly, n'est plus ouvert que le matin, c'est-à-dire 6 matinées par semaine de 9h30 à 12h. Alors, cette organisation est pas acceptable en l'état évidemment. Toutefois, au regard de la première annonce, elle est quand même moins grave que ce qui était annoncé en première intention et notamment sur l'ouverture du samedi matin que nous avions sur laquelle nous avions fortement insisté en indiquant qu'il n'était pas envisageable d'une fermeture de samedi matin. De fait, les personnels de la Poste sont redéployés dans des sites que la Poste, au niveau régional, considère comme prioritaires, et c'est bien la commune de l'Antilly donc, qui est défavorisée par cette nouvelle organisation. Donc, pour s'opposer à cette décision, nous vous proposons donc que le conseil municipal adopte ce soir une motion que je vais vous proposer de lire. Motion du conseil municipal de l'Antilly contre la réduction des horaires d'ouverture de la Poste. Le conseil municipal de l'Antilly tient à manifester son inquiétude et son opposition face à la réduction des horaires d'ouverture de la Poste. La direction régionale réseau et banque de la Poste a en effet décidé de manière unilatérale de supprimer l'ouverture du bureau de poste les après-midi. Elle justifie cette démarche en prétendant que ces modifications entrent dans le cadre de l'évolution des modes de consommation des citoyens, avec notamment le développement de l'économie numérique. Or, le conseil municipal souhaite rappeler qu'un bureau de poste répond avant tout à une mission de service public. Il revêt une importance évidente pour les Lentillois, dont la population ne cesse d'augmenter, et notamment les habitants les plus âgés ou ceux victimes de ce qu'on a coutume d'appeler la fracture numérique. Le conseil municipal de l'Antilly demande donc à la direction régionale réseau et banque de la Poste de revenir
sur cette décision de fermeture partielle qui va à l'encontre de l'essence même de service public et du rôle de proximité que doit jouer cet organisme. Merci. Merci. En complément, donc, j'avais adressé un courrier au directeur de la Poste, dans le même esprit. Voilà. Et puis, je profite de la présence du Progrès pour demander avec bienveillance de communiquer cette opposition. Enfin, on va voir. On va d'abord le soumettre au vote, mais je pense que le vote sera... Les élus accompagneront cette position, donc manifester, relayer auprès de la presse l'impact d'une telle décision et notre opposition sur une telle décision. Y a-t-il avant le vote, y a-t-il des observations ou des questions? On aurait dû peut-être le faire plus violemment avant la fermeture. Je pense qu'un simple courrier n'était pas suffisant. Il aurait fallu se monopoliser, sachant qu'il vous avait averti depuis le mois de juillet. C'est un peu dommage, c'est un peu tard. Je veux dire, j'ai peur qu'il fasse pas marche arrière. Mobiliser, vous voulez dire sans doute. En fait, les critères d'attribution, hein, ils nous ont bien indiqué, concernant, parce que certains disent à la tour de Salvani, c'est une politique nationale. Alors, on la condamne, hein, mais elle est liée en fait la tour de Salvani a aussi subi une réduction d'horaire. Par contre, le bureau de poste de la tour de Salvani, comme ça vous a été expliqué, et alors je ne sais pas si on peut appeler ça le point central du territoire, hein, et c'est lié en fait aux opérations bancaires qui sont beaucoup plus nombreuses sur le bureau de poste de la tour de Salvani que sur l'Antilly. Voilà, on note votre remarque. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres oppositions? Oui, s'il vous plaît, oui. Ici. Ah, pardon. Je ne voyais pas, je ne reconnaissais pas la voix. J'ai mué entre-temps. Non. Oui, c'est pour aller dans le sens de la motion. Il reste aujourd'hui en France, pour peut-être préciser un peu les choses, il reste aujourd'hui en France environ 5300 bureaux de poste dits de plein exercice, c'est-à-dire ceux qui proposent tous les services qu'on peut trouver dans un bureau de poste. 5300 alors qu'ils étaient 8414 en 2017. Les nouveaux plans stratégiques de la Poste prévoient d'en fermer la moitié d'ici 2025. Les zones urbaines, périurbaines ou rurales ne sont pas les seules touchées. Des bureaux ferment aussi dans des zones urbaines densément peuplées. En fait, la Poste se désengage partout où c'est possible. Ce n'est pas une question de densité de population, comme vous l'avez souligné, c'est une question de chiffre d'affaires. Même s'il y a beaucoup d'opérations réalisées, mais qu'elles ne rapportent pas assez, on ferme ou on se défausse sur les collectivités pour pallier cet abandon. Et c'est la menace qui pèse désormais sur le bureau de poste de l'Antilly. La dégradation de services qui était observée ces derniers mois, qui provoque un fort mécontentement, serait accentuée par le projet présenté. Cette prestation au rabais serait un mauvais coup porté au service public et aux services dus à la population. Quelle sera l'étape suivante? Le passage du facteur 2 fois par semaine seulement? La question se pose. Après tout, en 20 ans, le nombre de tournées a été divisé par 2. Pourquoi l'Antilly serait-elle épargnée? Les directions régionales de la Poste sont censées être en dialogue avec les maires lorsqu'elles envisagent des modifications dans les horaires ou des fermetures de bureaux de poste. Or, de nombreux élus constatent pourtant qu'ils sont mis la plupart du temps devant le fait accompli. Ce désengagement et cette manière de procéder sont inacceptables. Pour se justifier, la Poste explique que c'est la faute au Covid, que c'est la faute à Internet, que c'est la faute au mail, la faute à Amazon, ou qu'elle n'est pas assez rentable. D'une part, chacun constate à quel degré de dégradation du service rendu conduit le dogme libéral imposant la rentabilité partout, au détriment de la qualité et de l'égalité républicaine d'accès aux services publics. On le constate dans tous les domaines. D'autre part, l'Assemblée nationale vient d'adopter le 8 novembre dernier un amendement gouvernemental au projet de loi de finances 2022.
Cette disposition débloque le versement par la nation, donc les contribuables, d'1 demi-milliard d'euros par an au groupe La Poste, pour lui permettre d'assurer sa mission de service universel, malgré la baisse structurelle des volumes et la crise sanitaire. Le gouvernement estime que cette mesure de compensation, je cite, préserve la mission de service public attribuée au groupe La Poste par l'État. Eh bien, cette enveloppe doit servir notamment à l'Antilly, une commune en plein dynamisme démographique et économique. Elle doit servir non seulement à l'installation d'un bureau de plein exercice à l'Antilly, mais à son développement, en embauchant des effectifs supplémentaires. Pour donner le change, La Poste évoque la présence de 17 000 points de contact postaux en France. Mais il ne s'agit pas de vrais bureaux de poste. Ces points de contact peuvent être accueillis par d'autres services publics ou même par des commerces. Pour finir, je voudrais que l'on se rende compte de l'impact concret d'une réduction drastique du service ou de la suppression d'un bureau de poste. Quand on réduit ou qu'on ferme un bureau de poste, on accepte de rendre toujours plus dépendantes les personnes à mobilité réduite. Quand on réduit ou qu'on ferme un bureau de poste, on accepte de rendre la vie plus difficile aux personnes qui ne sont pas à l'aise avec la dématérialisation des services. Quand on réduit ou qu'on ferme un bureau de poste, on accepte que les usagers deviennent des clients. Par exemple, dans les supermarchés qui ont récupéré les services autrefois fournis par La Poste. Et qu'importe la confidentialité dans les démarches, qu'importe si vos interlocuteurs ne sont ni assermentés ni formés, et qu'importe la qualité du service. Enfin, quand on réduit ou qu'on ferme un bureau de poste, on réduit l'attractivité d'une commune. Est-ce tout cela que nous souhaitons pour l'Antilly et les Lantillois? Je voterai donc cette motion évidemment, et j'espère sur cette question un vote unanime en responsabilité. Merci. Merci, Monsieur Toula. Pour compléter, en effet, dialogue, c'est quand on peut avoir un échange et faire bouger des positions. Ici, on est plus dans une information qu'un dialogue. Oui, Madame Chavreau. Mais je voulais juste ajouter que parmi les personnes impactées, au-delà des habitants pour leurs besoins individuels ou privés, il y a également les entreprises et les commerçants. Certains commerçants et certaines entreprises s'inquiètent très fortement de ce changement qui est radical pour eux au regard de leur organisation professionnelle. Et ce changement pourrait mettre en péril certaines activités ou le développement en projet de certaines activités. Donc évidemment, les commerçants sont appelés, comme nous, à manifester leur mécontentement auprès de la direction régionale de La Poste. Il faut effectivement que cette opposition soit très collective et partagée à l'Antilly. Merci. Je vous propose donc de mettre cette motion qui vous est proposée à la fois dans sa rédaction et dans son contenu, dans son fond, au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci pour cette motion qui sera transmise à qui de droit pour faire bouger les lignes. Et puis, donc, à la presse, pour que vous puissiez relayer ce mécontentement et cette opposition dite de manière différente, mais réelle. Suivant, qui est le point 14, les rapports annuels. Donc, on vous propose, donc, il restait le rapport sur l'assainissement et le rapport sur le SIVA, donc de les reporter au conseil municipal du 15 décembre. Et donc, d'aborder là le point que je vous avais proposé, en fait, de mettre un point supplémentaire à l'ordre du jour de ce conseil municipal concernant le vote des taux de la taxe d'aménagement dans la zone d'activité économique. Et je vais laisser Monsieur Grimonet présenter ce point-là. Oui, donc Madame le maire l'a déjà bien expliqué au début. En fait, c'est pas il n'y a pas de changement sur les taux, ni pour les particuliers, ni pour les zones d'activité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est demandé que dans les délibérations qui ont été prises par les conseils municipaux, soit précisé exactement le périmètre à la parcelle des zones qui sont concernées donc, par la taxe d'aménagement dans les ZAE. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le périmètre, puisque ça correspond aux zones d'activité. La CCPA doit nous les transmettre. Globalement, sur l'Antilly, il y a deux zones, il y a celle de Cruzol et puis celle du Charponnet.
Il y a peut-être des parcelles qui ne font pas partie de la ZAE, puisque la zone UI a pu être agrandie d'un côté ou de l'autre. Mais globalement, c'est ça. Donc, la liste sera jointe de toute façon à la délibération. Voilà, donc on a remis le modèle de délibération, donc qui reprend tous les articles qu'il y avait dans celle du mois de janvier, en rajoutant la loi du 4 novembre, là, qui vient de modifier le contenu. Et donc, on demande au final au conseil municipal de fixer le taux de la taxe d'aménagement appliquée sur les ZAE à 5%, tel que défini dans le plan de zonage qui sera joint à la présente délibération, et la liste des parcelles concernées qui sera également jointe en annexe. Précise que le taux pour les particuliers reste à 4% et charge Madame le maire à rendre exécutoire. Merci. Donc, ce qui a changé par rapport à la délibération du 13 janvier, c'est la dernière phrase du premier paragraphe, hein, et puis les deux, la première délibération qui est proposée au conseil municipal en indiquant la liste des parcelles concernées, sachant que c'est cette liste de parcelles concernées qu'il va falloir que nos services identifient. Ça représente quand même un travail assez important. Voilà, bon, on va se mettre en conformité avec la loi. Y a-t-il des questions ou des observations? Non? Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Nos services, donc ça évitera de reconvoquer un conseil municipal en urgence et ça permettra à nos services de pouvoir répondre à cette délibération en complétant par la liste des parcelles concernées. À terme des points à l'ordre du jour du conseil municipal, j'avais 2 points. Donc le point 15, c'est les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT. Et donc avec 2 points. Le premier concerne le dossier Optimum. Donc suite à l'audience du 12 novembre 2021, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à la SARL Optimum Promotion la somme de 38 046 €, toutes taxes comprises. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019. Et cette somme correspond au remboursement des travaux de réfection de la voirie et de la mise en place d'un dispositif de récupération des eaux pluviales sur l'ensemble de la parcelle B033, correspondant à une partie de la voie publique. Donc, pour faire simple, c'est des travaux qui avaient été pris en charge par la société dans des conditions qui nous restent à clarifier. C'est du côté du chemin de la Rivoire. Je ne sais pas si elle a une rue, cette impasse. C'est l'impasse de la Rivoire, c'est ça? Oui, c'est le 122. En fait, c'est un lotissement privé. Ouais. Voilà. Donc, les travaux avaient été réalisés en 2017. Je regarde pour qu'on me confirme. Hein. J'ai le jugement sous les yeux, là, mais ce sont des travaux réalisés en 2017 par la société donc Optimum, qui justifie sa demande par des contreparties qui nous restent à clarifier, puisqu'en fait, nous, comme je viens de vous le dire, cette décision, nous venons de la recevoir le 12 novembre. Donc, il va falloir voir si la commune fait opposition, enfin, fait un appel ou pas. Tout dépendra des éléments qui permettent ou pas de faire appel sur cette décision. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé dans les dossiers qui nous permettent de justifier un appel. Et c'est quand même une somme non négligeable, 38 046, évidemment, ça n'avait pas été budgété. Le deuxième point concerne le recours Six contre la commune. Donc, c'est un recours de Madame Six contre l'arrêté du 11 février 2020, dans lequel la commune avait délivré un permis de construire à Monsieur Pisson et à Madame Beccari. Donc, suite à l'audience du 12 novembre 2021, ce même tribunal administratif a rejeté la requête de Madame Six. Voilà donc les 2 points concernant les décisions prises dans le cadre de l'article L2122 du CGCT.
Je vous propose donc de passer au point concernant les informations diverses et je ne sais pas qui veut commencer de ce côté-là. Madame Goudard? Pardon. Thierry. Monsieur Mallioli. Bonsoir à tous. Je vais vous faire un point sur tout ce qui est réfection de voirie. Alors, on va commencer du coup par le Bois Seigneur. Donc, les travaux de réfection de voirie ont commencé le 18 octobre 2021 et l'enrobé devrait être tiré donc le 18/11, donc demain, et normalement ce sera à la fin des travaux. Donc, il y a peut-être un soulagement pour les riverains. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il y a des travaux qui ont débuté chemin des Molières et rue du Charponnet, donc le 16, donc hier. Ces travaux ont pour but de la réfection de voirie et des travaux aussi de mobilité. Ces travaux auront lieu pendant à peu près 6 semaines. Donc il y aura sur la partie rue du Charponnet, donc ce sera un alternat par feu qui sera mis en place. Par contre, concernant le chemin des Molières, la route sera barrée complètement, sauf pour les riverains. Pareil, au niveau du chemin de Pouilly, il y a des travaux qui sont aussi en cours et qui devraient se terminer fin de semaine aussi. Et pour finir, donc le chemin de la Madone, donc on a déjà parlé, les travaux sont quasiment terminés. Il ne reste plus que le marquage au sol à effectuer. Voilà. Et d'ici la fin de l'année, on devrait refaire aussi une partie de la rue Châtelardru qui est très très abîmée. Voilà, si vous avez des questions. Moi, j'ai une petite remarque à faire. Oui. Je trouve qu'il aurait fallu faire entre le chemin de Pouilly et puis le Bois Seigneur, faire l'un après l'autre, parce que c'est une catastrophe, la circulation. Il y a une mauvaise organisation à ce Ouais, niveau-là. je suis d'accord avec vous. Normalement, les travaux auraient dû, le rabotage aurait dû être fait d'un côté et après de l'autre, et les enrobés auraient été tirés en même temps. Ils ont tout commencé à la fois. Pourtant, j'avais spécifié à l'entreprise de bien séparer les deux pour pas de gêne, pour éviter la gêne par rapport aux riverains. Bon, voilà. Et je m'en excuse. Intervention? Oui, Madame Chavreau. Pour vous faire un petit point d'actualité sur les sujets communautaires pour la communauté de communes du Pays de l'Arbrel. Vous savez, chaque mois, la CCPA propose un sujet thématique pour en faire part à l'ensemble des 17 conseils municipaux. Et l'information du mois de novembre 2021 porte sur la politique mobilité. Donc, je suis ravie de vous en faire part, et notamment d'un service, d'un projet qui a été mis en œuvre sur la commune de Courzieux, qui est expérimental sur la commune de Courzieux, et qui concerne un service de vélo à assistance électrique partagé en libre service. Alors, c'est audacieux sur la commune de Courzieux, parce que c'est une commune à caractère de montagne et évidemment à caractère rural. Et donc, le service a été mis en place en partenariat avec la société Clean Energy Planet. L'inauguration a eu lieu le dimanche 10 octobre à l'occasion d'un événement vélo organisé par la commune de Courzieux toute la journée. Et donc, ce nouveau service s'appelle Velpar, pour vélo partagé ou vélo du pays de l'Arbrel, avec une tarification très attractive. Et évidemment, vous êtes tous invités à aller tester le service. Alors, visiter la commune de Courzieux, qui est quand même très sympathique, évidemment, et peut-être tester le service, notamment si vous n'avez pas encore testé un vélo à assistance électrique. Il y a une offre de lancement avec un abonnement mensuel à 1 € symbolique jusqu'à fin décembre. Donc, vous êtes bien entendu tous invités à le tester avec un tarif extrêmement modique. Et avec cet abonnement, vous avez droit à 20 minutes gratuites par jour. Mais bien entendu, si vous souhaitez utiliser le vélo un peu plus longtemps, il y a un tarif facturé à l'heure. Donc, c'est un service mis en place au niveau de Courzieux pour relier 2 points important pour le territoire. C'est le centre-bourg de Courzieux qui compte certains services administratifs et certains commerces, et le hameau de la Giraudière.
situé en contrebas au niveau de la vallée de la Brévenne, à peine quelques kilomètres, et qui comporte des services complémentaires et notamment des services médicaux. Donc l'idée était ici de proposer une alternative aux trajets effectués en voiture de manière individuelle pour seulement un trajet de quelques kilomètres. Il y a un petit peu de dénivelé, pas trop, mais suffisamment pour justifier l'utilisation d'un vélo à assistance électrique pour que ce soit un mode de mobilité accessible à tous. Donc, bien entendu, un service du quotidien pour des trajets du quotidien destinés aux habitants de Courzieux, mais également un service de mobilité alternative et pourquoi pas de loisirs qui est ouvert à absolument tous les habitants et notamment du Pays d'Arbrel et pourquoi pas les Lentillois. Donc, on vous invite à aller le voir. C'est une expérimentation, donc nous la suivons de manière très précise au jour le jour. Eh bien, le service trouve ses habitudes et sa clientèle, puisque dès la première semaine, 600 km avaient déjà été effectués avec les 5 vélos et seulement ces 2 stations, seulement 5 vélos, donc avec des trajets de balade, mais aussi des trajets du quotidien, un aller-retour hameau de la Giraudière et centre de Courzieux. Et l'enjeu pour le Pays de l'Arbrel, c'est de tester ce service donc dans un territoire qui n'a pas l'habitude de recevoir ce mode habituel qu'on retrouve au centre de Lyon, à Paris, à Bordeaux, etc., plutôt dans les grandes villes. Parce que si ça fonctionne à Courzieux, très clairement, c'est un service qui pourra fonctionner ailleurs. Et bien entendu, nous avons l'intention au niveau du Pays de l'Arbrel de pouvoir étendre le service dans d'autres communes, en fonction donc des enseignements que pourront nous fournir cette première expérimentation. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller tester le service. Les vélos sont légers, très maniables et performants, donc vous passerez un bon moment à Courzieux. J'en profite pour apporter effectivement une précision sur le point travaux qu'a fait Thierry Magnoli pour la commune de Lanty, en précisant qu'effectivement la liaison cyclable qui vient de démarrer, les travaux viennent de démarrer hier entre le collège, pour faire une liaison entre le collège et la gare de Charpenay, et notamment au niveau du chemin des Molières. Donc il y aura une liaison cyclable qui a été travaillée avec le groupe de travail et mis en place au niveau de Lanty, que je remercie d'ailleurs pour leur participation, puisqu'ils ont pu apporter des amendements significatifs au premier projet qui avait été conçu par les services techniques. Donc c'est vraiment un projet qui a été conçu avec l'expertise d'usage pour que le projet présenté colle le plus fidèlement possible aux besoins réels. Simplement, il faudra attendre un tout petit peu pour la mise en œuvre de cette liaison cyclable parce que effectivement, les travaux sont bien prévus sur une durée de 6 semaines, mais en raison de difficultés d'approvisionnement de matériaux et notamment de tubes PVC pour voilà, les différents aménagements qui sont prévus, il y aura une coupure. Donc, les travaux seront séparés en 2 périodes et ça se terminera donc le 15 décembre, mais on aura une période temporaire où tout ne sera pas finalisé et les travaux vont recommencer fin janvier pour une fin des travaux prévus plutôt mi-février. Donc, navré pour les usagers de la route, de ce coin, de ce quartier-là, pendant quelques semaines, ça va être compliqué, même si donc entre le 15 décembre et le 20 janvier, il n'y aura pas de travaux, donc les chemins, la route sera évidemment accessible, mais pour que la liaison cyclable soit opérationnelle, il faudra attendre mi-février. Et c'est un aménagement important puisque c'est le premier structurant sur le territoire du Pays de l'Arbrel et à Lanty. Mais évidemment, on espère que ce n'est que le premier d'une longue série dans le cadre du schéma directeur cyclable de la CCPA. Merci de ces bonnes nouvelles. Monsieur Chavot. Dans les travaux, on a donc les éclairages des tennis qui sont actuellement en cours de remplacement. Les travaux ont commencé cette semaine. Donc, on remplace tous les éclairages, tous les projecteurs halogènes actuels par de l'éclairage à LED, ce qui va nous permettre d'avoir un amortissement global sur 8 ans et de commencer à gagner de l'argent au bout de 8 ans par rapport à la consommation. Merci. Monsieur Frachis. Alors, un petit point évoqué à la commission aménagement. La dernière fois, c'est juste une information concernant en fait les poubelles, les conteneurs enterrés rue Châtelardru. Aujourd'hui, on constate que sur les conseils de la CCPA, ils sont surdimensionnés par rapport au périmètre concerné.
Ça concerne 21 logements seulement et quelques commerces. Donc ce périmètre sera élargi pour optimiser les collectes et essayer de réduire, d'optimiser le site et de réduire les nuisances olfactives qu'on a pu constater certains étés. Donc la démarche va être lancée prochainement avec la communauté de communes pour informer au mieux toutes les personnes concernées. Merci. Madame Goudard. Alors, une information calendaire. La prochaine commission enfance, jeunesse et vie scolaire aura lieu le mardi 30 novembre au soir à 18h30, donc ici en mairie. Simplement, rapidement, pour revenir sur la soirée Halloween qui a été organisée par le Conseil communal des enfants. Cette soirée a eu un grand succès avec une projection du film de la famille Adams à la passerelle. Donc, je remercie chaleureusement les animateurs et ceux qui ont organisé cette soirée. Et une petite information pour la participation du Conseil communal des enfants à la fête des marrons le 4 décembre prochain. Les enfants vont organiser 3 stands de jeux pour animer un petit peu la fête des marrons. Et ils vont distribuer également des marrons et du chocolat chaud. Il y aura d'autres stands également qui vont distribuer ces boissons. Et je vais peut-être laisser maintenant la parole à d'autres personnes pour compléter sur la fête des marrons. Peut-être Julie ? Oui, merci. Donc la fête des marrons, elle aura lieu le 4 décembre, donc c'est un samedi, le samedi 4 décembre à 18h au centre du village. Comme d'habitude, il y aura des stands représentés par les différentes associations lentilloises avec de la vente de nourriture. Comme le disait Alexandra, il y aura aussi le stand des enfants du CCE avec différents jeux. Il y aura également un spectacle de rue et un défilé de lanternes par les enfants de Lantilly qui sont en train justement de fabriquer ces lanternes avec leurs enseignants des 3 écoles, mais aussi grâce aux animateurs du service périscolaire et qui pourront du coup venir retirer une bougie LED et une baguette au centre de Lantilly de manière à faire le défilé tous ensemble dans la nuit pour éclairer un peu le village. Et donc, comme d'habitude également, il y aura la fourniture de vin chaud et de marron qui est offert par la municipalité. Et du coup, pour continuer sur le programme des festivités, je vous transmets les informations de la part de Madame Burkhardt qui ne peut pas être présente aujourd'hui. Donc, il y a le démarrage du programme Un beau Noël à Lantilly qui va démarrer par les illuminations du village. Il y aura également une boîte aux lettres qui va être mise en place pour que les enfants puissent venir déposer leurs lettres au Père Noël. Le 12 décembre, il y aura le défilé du Père Noël sur le marché. Le 19 décembre, il y aura le défilé des mascottes de Noël dans le centre du village. Et enfin, il y aura le 22 décembre à 14h30 une séance de cinéma pour les enfants à la salle de la Passerelle. Et également, au cours du mois de décembre, un jeu de piste qui sera proposé sur le thème de Noël et une récompense sous forme de chocolat qui sera à venir retirer à la mairie. Et enfin, concernant les conseils de quartier, donc les prochains qui vont se tenir seront celui du secteur Guéret-Mercruy, qui aura lieu le 22 novembre, donc lundi prochain, à 19h30 à la mairie, et celui du centre-bourg, qui se déroulera le 11 décembre à 11h au centre d'animation. Merci pour cette information complète. Est-ce qu'il y a un autre qui veut, Monsieur Dessaigné, non, Madame Rogel, oui, attends, j'allais par là, et donc par là, donc Monsieur Chavot, je crois. Point de calendrier aussi que je n'ai pas précisé, vous allez recevoir la convocation, mais je vous le précise quand même. La prochaine commission sport aura lieu le lundi 29 novembre en salle du Conseil et à 19h30. Voilà, et donc,
Monsieur Dessaigné. Un mot, Monsieur Surlop étant absent, je me fais son porte-parole pour rappeler que samedi et dimanche prochain, il y aura un concert, 2 concerts à l'église, concert baroque, qui ont l'air assez séduisants pour les amateurs de musique classique et de musique sacrée. Voilà. Et voilà, et on a. Je poursuis le discours de Robert pour dire que dans la foulée donc des 20 et 21 musique baroque sur l'Antilly, il y aura le 26 le concert gratuit dans le gymnase. Je cause dans le micro. Avec participation de différentes associations de l'Antilly, très certainement participation des écoles. Ça, je pense que ce sera un bon moment festif et on approche des fêtes. Merci. Bien, on peut continuer s'il y a des interventions de ce côté-là. Ah, il y en a 2, pardon. Excusez-moi, là, il n'y en a pas un, mais par là, par contre. Donc, on commence par Madame Papot. Oui. Honneur. C'est plutôt j'ai 3 questions à poser, donc vous faites peut-être les informations d'abord, non? D'accord. Monsieur Faure. J'ai parlé de la semaine européenne de réduction des déchets, donc qui aura lieu du 20. Parce qu'il grésille, hein. Il est, je sais pas, je sais pas si. Eh ben. Oui, donc je voulais parler de la semaine européenne de réduction des déchets qui a lieu entre le 20 et 28 novembre sur la communauté de communes des Pays de l'Arbrel. Et parmi les animations, donc il y a une douzaine d'animations qui a lieu donc sur toutes les communes de l'Arbrel. Il y en a 3 qui se passent à l'Antilly. Donc le mercredi 24 novembre, sur le marché, il y a une animation de gestion de recyclage des déchets. Donc pendant toute les heures de présence du marché, donc il y aura des gens de la communauté de communes qui sera là pour vous accueillir, vous expliquer comment trier vos déchets et autres. Le mercredi 24 novembre après-midi, il y aura un atelier création de composteurs au jardin partagé de Laval. Donc ça, cette activité se fait sur inscription, donc il faut aller sur le site de la communauté de communes pour vous inscrire. Donc il y a 8 places actuellement. Et le vendredi 26 novembre, donc il y a la découverte de la plateforme des déchets verts de l'Antilly. Donc là aussi, c'est sur inscription. Voilà. Merci. Je pense que pour les informations, ouais. Pour découper les marrons le 2 décembre. Ah ben alors, Simplement pour vous demander de l'aide pour tous ceux qui seraient disponibles pour nous aider à fendre les marrons le 2 décembre. C'est un moment assez convivial. Et voilà, pour préparer la fête des marrons, on a 200 kilos de marrons à fendre. Donc, vous êtes les bienvenus pour nous aider ici en salle du Conseil, le 2 décembre au soir. Merci. Après toutes ces informations bien complètes, donc Madame Papot, si vous voulez poser vos questions ou faire vos observations. Non, c'est des questions. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est au niveau des tennis communautaires. On a parlé du sillon, on a parlé de plein de choses, mais on n'a aucune information depuis 2 ans sur ce sujet. Vous en avez au sein de la commune. Alors, je vais laisser après Monsieur Chavot compléter, hein, mais vous savez. Non, parce que Attendez, je ne fais pas fini partie de la commission, c'est pour ça. Ah, d'accord, non, mais déjà, vous avez la même information que moi, au moins, au niveau communautaire. J'allais juste dire, et vous allez voir dès que je vais le dire, vous allez dire, oui, évidemment, que lorsqu'on a fait le plan de mandat pour la communauté de communes, le projet communautaire de déploiement des tennis couverts a été validé par l'ensemble des élus communautaires. Donc, comme vous participez en tant qu'élu communautaire, nous partageons la même information. Maintenant, je vais laisser Monsieur Chavot compléter plus, et je pense que c'est le sens de votre question, sur les impacts opérationnels en fait de ce projet. Alors, c'est un vaste sujet, les tennis couverts. Je vais essayer de faire très simple. Quand on a pris nos fonctions, on a très rapidement été contacté par la communauté de communes et on nous a demandé en urgence de signer un accord sur le principe d'avoir les tennis couverts sur l'Antilly. On nous a présenté ça comme un accord de principe. Il se trouve que dans la pratique, on devait désigner un terrain. Donc on a désigné toute la parcelle qui est composé, qui inclut le gymnase, le centre d'animation, le terrain de foot, etc. Tout ça, c'est toute la même parcelle.
Et on nous avait dit à l'époque qu'il n'y avait aucun problème, on pourrait changer de lieu si on le souhaitait en cours de route et que de toute façon, on avait encore du temps devant nous parce que les cours de tennis de l'Antilly seraient certainement les derniers construits puisqu'on arrivait à la fin. Dans la pratique, les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où on nous a dit, puisque c'est ces terrains que vous avez choisis, maintenant c'est sur ces terrains-là qu'il faudra les mettre quoi qu'il en soit. Donc on nous a demandé de valider ces terrains, ce qui nous a posé problème parce que d'abord on voulait de la concertation avant de s'engager sur ce lieu. Il nous est apparu qu'on n'avait pas notre mot à dire sur l'esthétique des bâtiments, sur le choix des bâtiments. Ces bâtiments vont ressembler à des hangars. Donc, une fois mis en place sur le site près du terrain de foot, on se retrouve avec une belle verrue au milieu du village. Donc, ça nous a un petit peu gêné qu'on soit mis un peu devant le fait accompli au niveau donc, de l'esthétique de ces bâtiments, avec peu de pouvoir de concertation, je dirais. De plus, les budgets qui ont été dégagés pour faire ces bâtiments sont très largement inférieurs, d'après nous, ce qu'on a étudié, à ce qu'il faudrait pour avoir des équipements de qualité. Des choses n'étaient pas incluses. Des choses n'étaient pas incluses comme, par exemple, des sanitaires ou des vestiaires. Donc, c'était les sanitaires, les vestiaires de la commune, qui sont aujourd'hui à côté du TCLF, qui devaient être utilisés. Donc, je rappelle que ces tennis couverts sont des tennis couverts communautaires, donc qui devaient être utilisés par plusieurs communes. Il y a quelques mois est apparue aussi une autre chose, c'est qu'on allait payer l'utilisation de ces cours. Les sommes n'avaient pas encore été définies, il fallait se prononcer. Donc, ces sommes qui nous étaient proposées étaient quand même relativement élevées, puisqu'on a très vite compris que rien que pour le TCLF à l'Antilly, par exemple, il allait falloir débourser environ 8 000 € d'utilisation annuelle. Donc voilà, donc du coup, on s'est plus ou moins désengagé, alors pas désengagé du projet, parce qu'il nous semble que c'est un projet intéressant au niveau de la communauté de communes, mais on a dégagé la commune de l'Antilly, puisque d'autres communes souhaitaient en plus prendre ces tennis couverts, comme la commune de Savigny, qui avait fait part lors d'une réunion de son souhait de récupérer ce projet si l'Antilly ne le voulait pas. Donc, comme on n'était plus bloquant sur le dossier, on a préféré décliner cette possibilité de mettre les tennis couverts de l'Antilly, enfin de la communauté de communes sur l'Antilly, avec la compréhension et l'accord du club de tennis TCLF. En complément, on a travaillé avec le club justement de tennis l'Antilly Fleurieux pour arriver à cette conclusion. Alors, on soutient le projet communautaire d'implantation. On considère que sur la commune, pour la commune de l'Antilly, elle n'est pas en capacité d'accueillir le foncier qui serait nécessaire au projet tel qu'il a été imaginé. Puisque M. Chavot l'a pas dit et je complète, il nous semblait possible de mettre un terrain un petit peu plus petit, avec beaucoup moins d'emprise au sol, mais ce n'est pas le cas. En fait, les 4 structures devront être identiques, et donc ça change un petit peu la donne, puisque le foncier qui est nécessaire n'est pas du tout le même entre un terrain de paddle et un terrain de tennis. Donc on a rencontré aussi, il y a eu une réunion de travail, alors j'ai plus en tête, c'est en octobre, avec l'ensemble des clubs de tennis et l'ensemble des maires concernés par ce projet, des 4 structures. Et donc, nous les avons informés de cette situation. Et donc, au niveau communautaire, on est en train de rechercher sur quelle commune périphérique il serait-il possible d'implanter cette structure communautaire, et avec un partenariat, bien entendu, avec le club de tennis, le TCLF, on s'est engagé au niveau municipal à accompagner ce club TCLF pour, par exemple, leur mettre à disposition des véhicules 9 places ou des infrastructures pour pouvoir organiser les déplacements vers ces structures. Voilà. Donc on attend de voir comment le sujet évolue. Et notamment, est-ce que la commune de Fleurieux, par exemple, ou est-ce que la commune de Sourcieux-les-Mines pourrait accueillir éventuellement une structure, la 4e structure qui avait été envisagée, et comment on pourrait organiser avec le club TCLF
la gestion de cette structure communautaire en partenariat avec le TCLF. Donc là, pour l'instant, on n'a pas eu de retour de la CCP, enfin des maires, des communes concernées, je vais parler comme ça, pour voir s'il serait possible d'implanter cette 4e structure dans une commune limitrophe, puisqu'on vient de le dire, hein, le TCLF, c'est le club L'Antilly Furieux. Donc, dès qu'on en saura plus, on vous en informera. Oui, enfin, moi, je découvre rien, hein, puisque tout ce que M. Chavot évoque, c'était le projet qui était décidé depuis toujours, hein, ayant participé très souvent et en tant que vice-présidente. Donc, c'était des sujets qu'on évoquait. On savait bien qu'à l'Antilly, on n'avait pas de foncier. On savait bien tout ça. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on n'en soit pas informé. J'ai demandé à Lucas, qui fait partie de la commission, avant de vous poser la question, s'il y avait une information. On n'a pas d'information, donc voilà, c'est heureusement que je suis conseillère communautaire pour entendre les bruits de couloir, parce que je ne fais pas partie de la commission. Donc c'est parce que j'ai entendu des bruits que je pose la question ici en conseil municipal. Très bien fait, ce qui permet Voilà. comme ça d'en informer à la fois les élus tels qu'on vient de le faire, mais aussi l'ensemble du public ici, sachant qu'en fait, pour en informer plus largement, hein, donc l'objectif, c'était quand même qu'on vous donne, parce que là, vous voyez, c'est une réponse à date. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va évoluer, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une commune périphérique qui va pouvoir accueillir cette 4e structure? Est-ce qu'on va rester sur 3 structures? Aujourd'hui, toutes ces informations restent à préciser. Dès qu'on aura tous ces éléments d'information, eh bien, on reviendra vers les élus. Une commission sera organisée pour présenter le sujet. Avec les éléments dont nous disposerons. Aujourd'hui, on a vraiment une information très, très partielle, mais voilà la situation. Madame Chavot, vous voulez intervenir pour la CCPA, mais juste pour éclairer la compréhension de tous, puisque Madame Papeau dit que vous saviez en tant qu'ancienne adjointe au maire de l'Antilly qu'il n'y avait pas de foncier, c'est ce que vous venez de dire, mais dans ce cas-là, pourquoi la commune de l'Antilly s'est-elle engagée avec 3 autres pour accueillir cet équipement, puisque en l'occurrence c'est bien la précédente municipalité et votre équipe qui a porté cette candidature, dossier que donc la nouvelle municipalité donc a dû reprendre et effectivement rechercher ces possibilités de foncier, mais pour la CCPA, pour les services notamment, la candidature de l'Antilly était ferme et avec forcément, du point de vue de l'ancienne municipalité, une vision de foncier. Donc c'est juste pour que vous nous éclairiez sur ça, parce que vous ne pouvez pas dire d'une part, on savait très bien qu'il n'y avait pas de foncier, et d'autre part, que vous vous êtes inscrit pleinement dans ce projet. C'est complètement contradictoire. Donc, quand on a eu ce projet, moi j'étais contre, hein, bien sûr, parce qu'on savait que le foncier était difficile. On a même fait faire une étude vers le gymnase Jacques-Cœur pour pouvoir le mettre en 2 parties, c'est-à-dire une partie le long de la voie principale et puis un deuxième de l'autre côté. Cette étude a été faite, c'était tout à fait faisable, hein, on a donné tout ça à la communauté de communes. Il s'avère que comme il y a une forte pente, les travaux auraient nécessité des investissements supérieurs à ce qui était prévu au niveau du budget. Donc, c'est pour ça que la communauté de communes était au stade de la réflexion, de dire est-ce qu'on payera moins un endroit, est-ce qu'on pourra faire cet effort sur l'Antilly? Et bon, après, on s'en est arrêté là. Les élections sont passées par là. Et puis, voilà. Par contre, je maintiens bien que lors d'un vote qu'on a eu en conseil communautaire, vous étiez farouchement opposé au tennis, et vous avez d'ailleurs voté contre, Madame Chavot. Hein. Et voilà, donc je voulais quand même aussi le souligner. Alors, du coup, je vais répondre à ça parce qu'en l'occurrence, ce n'était pas lors d'un vote du conseil communautaire, mais j'ai pu exprimer effectivement toutes mes réticences et c'était dans le cadre d'une commission privée. Donc, je vous remercie de faire état publiquement de cette position qui aurait dû rester confidentielle et qui était exprimée à titre personnel au regard de l'ensemble des projets de mandat de la communauté de communes dans une situation où très clairement, la communauté de communes se trouvait financièrement à devoir faire des choix
stratégique. Et donc, j'ai pu exprimer à ce moment-là le fait que, de mon point de vue, en tant qu'effectivement élue de l'Antilly, vice-présidente de la communauté de communes, portant notamment des enjeux de mobilité, ce projet-là en particulier était particulièrement coûteux et non prioritaire au regard des besoins des habitants et notamment la couverture du territoire sur les infrastructures de tennis. Mais une fois que les arbitrages ont été pris, je vous prierai de regarder que je n'ai pas voté contre ce projet puisque le projet de mandat a été vu de manière globale au niveau du conseil communautaire et que, évidemment, j'ai soutenu cette position collective. Donc, merci de me faire préciser toute cette position. Cela dit, Madame Papeau, vous n'êtes pas à une contradiction près puisque vous dites que vous étiez contre dès le départ, en même temps, vous l'avez porté. Au conseil communautaire, vous avez toujours dit que vous étiez pour et ce soir, vous nous dites que vous êtes contre. Donc, j'avoue qu'à titre personnel, je ne comprends pas votre position, mais ce n'est pas très grave. Probablement, Et j'affirme que j'ai toujours voté contre le projet à la communauté de communes et pour le sillon. J'étais dans ce schéma-là. Peu importe. Ayant pu s'exprimer, On est à la mairie, on n'est pas à la communauté de communes. Chacun ayant pu s'exprimer, de toute façon, les procès-verbaux à la fois des conseils communautaires sont disponibles et sont ouverts au public. Chacun pourra les vérifier. Les postures durant les conseils municipaux et les procès-verbaux des conseils municipaux sont aussi ouverts au public, donc chacun pourra aller vérifier l'ensemble des informations. Je voulais juste rappeler et profiter de l'occasion pour rappeler que le contenu des commissions, quelles qu'elles soient municipales ou communautaires, sont privées et donc qu'aucune information ressortant de ces commissions ne peuvent être divulguées. Les informations qui sont publiques sont celles qui sont abordées dans les conseils municipaux. Je vous remercie de bien respecter ces règles, puisqu'en effet, on peut avoir une vision et à un moment donné, porter une vision collective d'une décision. Et ça doit rester, tout le contenu des commissions doivent rester privé. Merci aux uns et aux autres. On ne va pas aller dans la polémique, Non, mais on va polémique, apporter des précisions concernant les tennis. Non, c'est pas du tout de la polémique, c'est juste deux précisions, c'est que il y a des choses qui étaient sues effectivement, après il y a des choses qu'on a découvertes au dernier moment. Personne ne pouvait savoir, et pas même vous, Madame Papeau, que, puisque c'est sorti il y a moins de 4 mois, qu'il allait falloir payer, par exemple, les cours. Donc ça change quand même la donne. Quand on en a parlé au TCLF, ils sont tombés de leur siège en disant « c'était pas prévu comme ça, on ne nous en a jamais parlé ». Donc il faut pas penser qu'on savait tout. Il y a eu un moment aussi où, très récemment, il y a peut-être, ça a dû se décider au mois d'octobre, il n'y avait plus la possibilité de faire autre chose que des cours de tennis. Nous, on avait pris une position à l'Antilly qui était de dire, on pourrait avoir, par exemple, puisque c'est en vogue actuellement, des paddle tennis sur l'Antilly et puis sur les 3 autres sites, des tennis. Ce qui n'avait pas été quelque chose qui a été choquant. Et puis après échange avec les clubs eux-mêmes, il a été décidé que ce soit que des cours de tennis. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Alors effectivement, on n'avait pas été informés de tout. Je vous dirais franchement que nous, on n'a encore pas tous les tenants et les aboutissants. C'est pour cette raison que je me garde de donner des informations quand elles sont incomplètes. Ça évite qu'elles fusent. Concluons là-dessus. En fait, aujourd'hui, rien ne garantit est-ce que le projet communautaire sera basé sur 4 structures, enfin 4 lieux ou 3. Donc, il y a quand même un ensemble d'éléments qui restent à compléter avant de pouvoir diffuser la moindre information. Tant que ça, c'est pas précisé, c'est inutile d'évoquer ce point, en fait. Alors, de polémiquer, ça, c'est sûr, mais même d'évoquer publiquement, en fait, puisqu'en fait, les informations que l'on communique publiquement, c'est quand même soit des dossiers qui sont présentés sur la base d'informations qui sont vérifiées, quoi. Vous avez dit, donc là, on était au tennis. Merci des réponses. Ça concerne le droit des expressions des minorités. Alors là, vous avez distribué récemment le projet de mandat. Bien, on se posait la question si vous avez omis de nous donner un emplacement ou est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre. J'aimerais bien qu'on revoie un petit peu tout ça, y compris pour Facebook et puis le site internet. Est-ce qu'il y a un emplacement
J'avoue que ça nous a un peu surpris qu'on nous ait pas demandé d'expression, puisque chaque fois qu'il y a une communication ou une information donnée par la mairie, normalement, l'expression des minorités devrait avoir sa place. Donc, soit on se prendra un rendez-vous avec Monsieur Bancel, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de ça, pour qu'on puisse bien situer où est-ce qu'on doit avoir un emplacement. Voilà. Et si jamais il devait y avoir emplacement sur le projet de mandat, comment vous allez rectifier et comment ça va se passer? Alors, merci de votre question, ça me permet d'y répondre. Donc, au niveau des communications sur la partie site internet, enfin tout ce qui est numérique, hein. Donc là, en fait, on suit ce qui a été défini dans le règlement intérieur, hein, puisque les conditions d'expression des minorités pour tout ce qui concerne ce média numérique, hein, c'est décrit dedans. Concernant le plan de mandat, en fait, on a suivi la même règle qui avait été faite en 2014, quand l'équipe municipale avait présenté le bulletin municipal avec le plan de mandat de l'équipe de 2014, c'est ce qui avait été utilisé. Donc on a fait le même schéma, en fait. Voilà. Mais pas de problème pour organiser d'ailleurs une commission. Alors Madame Bucart n'est pas là, mais on le notifiera. Et pour organiser une commission communication pour aborder ce point. Mais pour répondre précisément à votre question concernant le plan de mandat, on a exactement fait la même chose que ce qui avait été fait quand il y a eu une présentation du plan de mandat. D'ailleurs, il y avait une réunion publique, hein, si vous vous rappelez, pour la présentation du plan de mandat en 2000, de mémoire, c'est avril 2015, dans lequel c'était uniquement l'équipe majoritaire qui avait présenté le plan de mandat. Voilà, donc on a fait le même process. Oui, mais bon, après, si nous on a fait une erreur et qu'on n'a pas rectifié, est-ce que vous l'aviez souligné? Est-ce que c'est quelque chose Je ne l'ai pas souligné, on n'a pas fait de procès d'intention, hein, donc à l'époque, voilà, on a repris le même modèle. Donc si c'était une erreur, on aura fait à deux les erreurs. Alors on peut organiser une commission pour réfléchir à ça et puis voir si c'est conforme à la loi, s'il y a lieu de faire évoluer, mais évoluer quels que soient les mandats, en fait. Hein. Oui, parce qu'on n'a pas changé le règlement. Non, on n'a rien changé le mandat, comme règlement. Et on a le même règlement. Donc, pour répondre à votre question, sur tout ce qui est numérique, c'est bien précisé dans le règlement. Pour la présentation du plan de mandat, on a reproduit ce qui s'était passé pour 2014. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez pu voir que dans la liste des élus, on a mis tous les élus, qu'ils soient d'ailleurs majoritaires ou minoritaires. Hein. Voilà. Pas de problème pour organiser une commission en communication pour voir ce point. S'il y a lieu, ceci dit, le plan de mandat, on ne va pas le faire tous les ans. Hein. C'est normalement une fois dans le mandat. C'est une troisième question? Oui, j'ai une troisième question. C'est lors de la commission d'aménagement de la semaine dernière que nous avons eue, hein, on a parlé bien sûr également, j'ai parlé également suite à la commission économique de la... Attention, oui. Qu'est-ce qu'on vient de dire en fait? Les informations d'une commission ne sont pas publiques. D'accord. Madame Papot, on vient de rappeler la règle que les échanges de commission sont privés. D'accord, bon, je ne pose pas ma question. Madame Papot. Ça faisait un sujet qui était quand même intéressant pour la population, mais je ne la pose pas. Écoutez, voilà. Vous la poserez quand elles deviendront... voilà. Parce que les commissions sont des lieux de travail et ne sont pas des lieux de décision. C'est important, Madame Papot, parce que... en fait, il va falloir que je fasse un rappel à l'ordre écrit, en fait. Hein, voilà. Je rappelle que toutes les informations des commissions sont des lieux de travail, ne doivent pas être relayées, ni à travers les réseaux sociaux, hein, on en a vu certains, ni comme ici, dans le conseil municipal, ici, ce n'est pas l'objet, en fait. OK. Remarques ou d'autres observations? Une petite remarque sur l'Antilly, on voit apparaître des panneaux nominatifs d'agriculteurs.
en signalant leur ferme. Et je voulais savoir, donc là, c'est quand même, bon, c'est un contexte économique. Et est-ce que c'est une décision, est-ce que la CCPA est au courant? Est-ce que c'est une décision départementale? Parce que comme ce sont des professions quand même libérales, il n'y a pas que les agriculteurs sur le secteur de l'Antilly. On peut prendre les coiffeurs indépendants ou kinés, tout ça, qui sont en maison. Est-ce qu'ils peuvent eux aussi mettre des panneaux? De laisser la parole à Madame Rogel, je voulais juste préciser qu'on est en train de réfléchir là aussi à une meilleure optimisation de l'affichage sur les différents lieux de la commune en fait, hein, pour la signalétique. Hein, on voit en effet des banderoles un petit peu partout de manière peu réglementée. Donc, on est en train de regarder ce point-là en collaboration et en concertation avec les besoins que peuvent avoir les associations, les différentes parties prenantes. Voilà. Maintenant, sur votre question précise, Madame Rogel va apporter des éléments de précision. Oui, il s'agit effectivement d'une démarche qui est menée par la CCPA au service des agriculteurs de la CCPA et sur la base d'ailleurs d'un volontariat sur les informations, l'affichage ou pas de leurs activités sur le domaine public. Donc c'est une démarche qui date déjà de début 2021, voire même de fin 2020. Il a fallu un certain temps quand même pour recenser les éléments, choisir les lieux d'implantation des différents panneaux. Et cette démarche, elle devait se doubler, mais ça n'a pas été demandé par l'ensemble des agriculteurs concernés, par une campagne de communication également sur panneaux, avec des visuels un peu, on va dire, frappants, pour éviter notamment les intrusions de chiens ou de promeneurs, ou de chiens non tenus en laisse dans les exploitations, notamment les prairies qui accueillent du bétail, par exemple. Ou des chevaux. Mais là aussi, ça nécessitait une démarche de volontariat de la part des agriculteurs de souhaiter l'implantation de ce type de panneaux sur leur terrain. Tous n'ont pas voulu le faire. Voilà. Donc, pour vous répondre, effectivement, c'est une démarche à destination des agriculteurs menée par la CCPA, dont on a été informé, pour qu'on sache que ça allait déployer sur le territoire. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Monsieur Comte. J'avais une question au niveau, c'était où on était du recrutement sur les postes à pourvoir à l'Antilly, si vous aviez des nouvelles informations. Alors, le sujet, si je vais d'abord peut-être rappeler pour que le contexte soit plus clair, en fait, les différents postes qui sont ouverts. Donc, il y avait un poste concernant la médiathèque. Donc, ce poste, il est pourvu. La personne devrait arriver au mois de février. Le 1er février. Il y avait une ouverture de poste concernant la comptabilité, les finances. Donc là, les entretiens sont en cours. Voilà. On a bon espoir que le candidat soit identifié assez rapidement. Et donc, généralement, les périodes de préavis sont de 2 mois ou 3 mois. Donc, je pense qu'on va pouvoir assez rapidement faire un choix. Et donc, on peut espérer que la personne, si on compte 3 mois, décembre, janvier, février, soit au mieux là, début février. Si vraiment on va jusqu'à la période des 3 mois, ce serait début mars. Concernant le poste RH, là aussi, il y a des entretiens qui sont en cours. On a aujourd'hui une bonne vision des différents candidats. On devrait là aussi faire le choix dans les prochains jours, avec la même règle. Et enfin, concernant le 4e poste, j'aurais d'ailleurs pu commencer par celui-là, le chargé de mission concernant différents projets. Là, la candidate a été retenue. Donc, en fait, je vous ai en partie répondu, puisque je dis la candidate. Donc, c'est une candidate qui a été retenue. Et elle en est informée. Et normalement, les autres candidats vont recevoir un courrier qui est parti par la poste hier ou aujourd'hui. Voilà. D'autres questions? Non? Après vous avoir annoncé que le prochain conseil municipal se déroulera à la passerelle le 15 décembre, je vais...
Ah, pardon. Alors, en fonction des disponibilités de la passerelle. Donc, bon, en tout cas, le conseil municipal se déroulera le 15 décembre. Le lieu vous sera précisé dans la convocation. Donc, je vous propose maintenant de clore officiellement ce conseil municipal et d'ouvrir les questions au public qui sont ici présents. Et puis, Monsieur Baldacchino, vous êtes caché derrière vous pouvez les... Voilà, donc à distance, si vous avez des questions, nous enregistrons, enfin, nous notons vos questions et on se laissera quelques minutes pour pouvoir les transférer. Donc ici, dans le public, y a-t-il des questions? Madame? Question du public ici présent, c'est d'informer dans le courrier. Alors, le courrier, il est déjà parti en fait. Mais en tout cas, par rapport à vos demandes que je vais relayer, on va voir comment le prendre. En fait, c'était d'informer tous les Lentillois sur ces horaires de fermeture, que la Poste informe l'ensemble des Lentillois des mesures qu'elle a mises en œuvre et qu'elle les argumente aussi, puisque j'entends un petit peu... voilà, et donc la question, c'est pourquoi elle a choisi que les matins? Je ne peux pas vous répondre parce que voilà. On va relayer vos questions, en fait. Donc la question, c'est pourquoi les matins ont-ils été choisis et pas les après-midi C'est vrai. Donc là, la question, la remarque, c'est en fait pour des personnes qui travaillent à l'extérieur de la commune de Lantilly, en fait, avec les horaires du matin, 9h30, fin de matinée, eh bien, c'est pas possible pour eux. Ils ont que la possibilité du samedi, s'ils ne travaillent pas le samedi pour... OK, on remontera à ça. D'autres questions? Alors, ça peut pas tellement être la commune qui organise, enfin le maire qui organise ça, puisqu'il s'est exprimé, on fait la motion. Mais moi, enfin, tout Lentillois, je crois, on peut se fédérer. Les Lentillois peuvent se fédérer pour manifester à nos côtés l'opposition qu'on a formulée de manière, formelle à travers cette motion. Voilà. Tout à fait. N'hésitez pas. Le public à distance, n'hésitez pas à vous mobiliser à nos côtés. Moi, je serai disponible pour organiser une manifestation collective. Voilà, avec plaisir.